Est-ce que c'est à partir de considérations géographiques ou démographiques? Pour que vous compreniez ça, m'a dit. L'arrondissement de Port-au-Prince, qui gagne plus de monde là-dedans, gagne 1,6 million environ selon les dernières statistiques. L'arrondissement des Baradères, qui est plus petit arrondissement dans le pays, gagne 40 000 monde. Bon, comment on va le dire, on va le faire que la Chambre des députés est représentée par une personne par arrondissement. Alors, comment on va le représenter presque 2 millions de monde? On va le représenter autour de 40 000 monde. Il n'a pas fait sens. Il pas fait, on n'a pas besoin de faire pour l'université. Pour elle, pas fait sens. Ça veut dire que, personnellement, j'ai un pile désaccord avec le mode de constitution qui présentait. Mais ça qui est important, c'est qu'on n'a pas senti qu'il y a un consensus, qu'il y a une large consultation, mais au-delà de consultation, et ou pas un mécanisme qui peut faire constitution de légitimité. En 87, moi j'ai gagné une contradiction avec la constitution 87 là. D'ailleurs, monsieur un citoyen pas de voter, il me dit pour qui ça? Il y a une série de problèmes là-dedans. Il y a un problème là-dedans. Le président et chef de l'armée ne pas commander en personne. Ce qui va l'entraîner le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, qui va cap révoquer le général de l'armée. Bon, mais il était un bagage là-dedans tout. Alors maintenant, nous n'avons pas fou pour que justement, toute question ça a fait pour ta sur une table, pour analyser, parce que les 10 constitutions, c'est bâtisse pays, on n'est pas capable de faire n'importe quoi. Démarche nous, c'est pour éviter que 7 février arrive et puis nous tomber dans une situation tête chargée qui aggrave l'ambiance nous là, côté non seulement pas une autorité qui a une légitimité, mais qui ne peut pas gagner un minimum de légitimité 7 février 2026 qui va venir. Et pour éviter, ce n'est pas CARICOM encore, ce n'est pas Nations Unies, ce n'est pas l'OEA qui décide de qui va diriger le pays, les gens ça été fait déjà, nous proposons un chita parler. Et chita parler ça, KEP c'est lui-même qui prend l'initiative là. Li brasser l'idée avec force du pays, partis politiques, société civile, l'église, une diaspora, pour nous tracer un chemin pour le pays. Pas seulement transition, moi je ne pas même mot transition, parce que démarche transition sont bagages qui étaient inscrits après 86 pour nous gagner une transition de la dictature vers la démocratie. Moi-même, j'ai préféré nous utiliser le mot direction. Le pays a besoin de direction pour gagner stabilité, pour gagner sécurité. Nous lançons un appel. Si les gens qui sont au pouvoir ont conscience, ils veulent attendre, ils attendent. Si il y a d'autres gens dans la société qui veulent porter coller, mais c'est ça qu'on a fait. Nous sommes des simples citoyens et nous ne sommes pas capables de décider dans la place des gens qui sont au pouvoir. C'est ça que fait. Nous ne pouvons pas demander des gens qui sont au pouvoir pour aller. Nous disons, faisons un élan patriotique. Parce que, pile fois, il y a des gens qui disent ça, ils n'ont pas qu'à faire. Les gens qui sont au pouvoir ont des raisons, c'est pour lancer ce signal-là. Et l'autre monde a rassemblé malgré différence, malgré divergence, pour nous chercher un point de convergence dans le sens intérêt pays. Est-ce qu'il faut avoir un plan, on dit, par rapport avec la proposition, est-ce qu'il y a un plan 1, 2, 3, 4, non, ouais, qui doit être fait par rapport avec la proposition? Bien sûr, mais je ne peux pas tout lancer plan. Je ne peux pas dire que je ne vais pas l'avoir et puis je dis mais qui ça me dire ensemble avec moi? C'est-à-dire qu'il y a un plan, il y a une vision. Mais pas oublier tout l'autre, vous pouvez faire dialogue ou vous pouvez faire chita parler. C'est l'idée pas avec l'idée de l'autre monde. L'arrivée dans chita parler, vous pouvez venir à l'idée pour là, ou bien vous avez là qui a passé, vous là pas passer. Ça qui est important, ce n'est pas l'idée pas nous, non? C'est démarche là. Parce que nous sommes capables de l'idée, il y a l'autre monde qui a une plus belle idée passée nous. Et là, nous arrivons, nous quitter l'idée pas nous tomber, nous adopter l'idée, nous avons plus bon pour le pays. Ça qui est plus important, je dis, c'est démarche là, ces mécanismes là, pour nous joindre une formule pour 7 février, pas tomber dans le brigandage. Et ça, nous redouter l'empile, tout signe montrer nous qu'arriver là, si rien n'est pas fait. Et pour un bagage fait, il faut commencer à planifier depuis aujourd'hui. Bon, on a constaté que quand on passe, je ne pas souhaiter qu'on bagage grave qui passe,
mais tout signe montré, elle n'est pas belle. Automatiquement, arrivé dans une ambiance de confusion. Je prends un exemple simple. Entendez, CPT te dit qu'il va faire élection. Bon, c'est normal pour l'État faire élection, puisque Mandal, c'est faire élection. Il te mettait dans Mandal pour faire conférence nationale, il n'est pas fait. Il mettait dans Mandal pour te faire nouvelle constitution, il n'est pas fait. Mais admettons que nous avons une élection. Quand on ne peut pas installer le président, on ne peut pas installer dans la ville d'accueil encore. Parce que le premier bagage qui pouvait un signal qui montre que nous pourrons aller vers la normalité, il faut au moins l'autorité commencer à récupérer le palais national. Il faut commencer à récupérer la primature. Parce que quand on fait office de primature, je dis, c'est la résidence officielle du Premier ministre. La primature, il y a un bureau dans le bicentenaire. Quand tu fait office du palais de justice, après 12 janvier, le palais de justice a été écrasé, c'est un ancien hôtel Beau Rivage qui est dans le bicentenaire, il a fait le tourner palais de justice. L'État n'a couru. Moi-même, souvent, de petit côté parquet, Port-au-Prince, je ne sais pas côté tribunal civil, je ne sais pas vraiment, sans entendre non pièce à droite, pièce à gauche, tel ministère dans telle pièce nous pas qu'à continuer comme ça, qui fait, sous pas rétablir autorité l'État, là difficile pour parler de faire élection, de faire constitution. Mais tout ça capable de faire, non chita parler, pour nous évaluer la situation globalement, dont le problème de l'insécurité. Et moi-même, expérience moi fait que je ne pas toujours à voir sur monde ou même pas voir sur personne. Et la question de l'insécurité, il y a des gens qui prennent comme une simple question de la police, de la guerre, d'arrêter le monde, de tuer le monde. C'est plus que ça. Parce que je dis non bagaille bien. Tout jeune qui dans gang yo gen maman yo gen papa. Côté maman yo, côté papa yo, comment faire la guerre dans la rue pour tuer le monde, pour tourner un grave problème pour le pays. Qui fait si pays par engagement politique, cap sensibiliser la famille pour jeunes garçons pas faire petite la guerre dans la rue, soi-disant sous contre l'État, pour tourner gang, tourner bandit. Pour jeunes femmes pas faire petite la guerre, moi-même connais au moins 4 filles qui fait petite la guerre dans la rue, et puis c'est papa yo si vous voulez prendre yo la prendre yo. Qui fait si au niveau de la société, pas un effort qui fait, un effort de responsabilité, parce que là on dit l'État, autorité c'est chef l'État. Mais nous tous citoyens nous avons responsabilité. Moi-même moi-même c'est un malheureux, mais il te fait tout ça possible pour mon citoyen, et pas l'État qui fait qui fait penser que je dis là n'a pas parlé de l'État, autorité a une première responsabilité, mais chaque citoyen dans comportement que tu es riche, que tu es pauvre, a une responsabilité tout pour nous redresser cette situation, donc baïti moun yo directive pour ne pas tomber dans gang, dans banditisme. Tenant compte de la situation de précarité extrême que connaissent des milliers de familles haïtiennes déplacées à l'intérieur du pays, suite à la violence des gangs armés ou des terroristes. Grâce au soutien de la République de Chine-Taïwan, le FAES pourra poursuivre sa mission d'assistance humanitaire en apportant une réponse rapide et concrète aux besoins urgents des personnes déplacées internes, à travers les interventions ciblées que nous allons continuer à mener. La sécurité alimentaire est une urgence. Trop d'Haïtiens en ce moment souffrent d'insécurité à cause de la violence des gangs armés. Il est un devoir pour le FAES, dans le cadre de sa mission, d'être à leur chevet. Excellence, cette remise de chèques est bien plus qu'un simple transfert de fonds. Elle marque le lancement ou le renouvellement du partenariat solidaire, pragmatique et humain qui lie la République d'Haïti à la République de Chine-Taïwan. Elle témoigne également
de la confiance renouvelée que votre gouvernement accorde au FAES et à son rôle de bras social de l'État. Ce soutien financier témoigne de l'amitié sincère et de la solidarité constante qui unissent le peuple taïwanais et le peuple haïtien. C'est aussi un geste symbolique pour encourager la communauté internationale à soutenir le travail humanitaire dur du gouvernement haïtien. Notre objectif est clair: soutenir les plus vulnérables, redonner espoir aux familles durement affectées par la crise et contribuer à la stabilité sociale. Nous croyons fermement que chaque geste de solidarité renforce le tissu social et ouvre la voie vers un avenir meilleur. Taïwan est fier de se tenir aux côtés d'Haïti dans ce combat pour la dignité humaine. Ensemble, nous poursuivrons nos efforts pour que l'assistance d'urgence se transforme progressivement en résilience durable et que les familles déplacées retrouvent non seulement un abri, mais aussi la confiance dans la activité ça, c'est pour nous parler de l'importance élus locaux dans le fonctionnement et puis pour nous parler de nouvelle constitution que vous annoncé sur question avant projet amendement. C'était exactement ça et en plus nous avons profité de grands moments ça pour que nous soyons capables acclamer le ministre, nous pendant trois bien-aimés que nous connaissons, qui font un pile travail dans la collectivité et que nous ne pouvons pas quitter le moment ça passé sans que nous pas au moins balayer une plaque pour nous dire que nous font un grand travail dans la collectivité. Surtout, nous avons imaginé après la mort du président Jovenel Moïse, la collectivité a tout mouru à tout président. Et nous arrivé ministre là, et que les ressuscité la collectivité et il faut que nous te dire merci. Je pense en gros c'était trois parties ça que nous avons gagné dans le programme et que je pense que nous faisons deux la dernière, nous retournons dernier partie pour que nous boucler la journée. On va le faire objet de débat en temps et il reste après-midi ça. Bon, et position nous, il était clair. Je dis, nous pas qu'à craser section communale. Section communale, nous connaissons, c'est vie collectivité, c'est vie mounande, c'est seul espoir paysan au gain, c'est collectivité, c'est même collectivité, nous connaissons qui espoir paysan. Parce que les paysans n'ont pas de chance pour eux, ni ministre, ni directeur général, ni magistrat, mais on me dit sauver, ou pas qu'à dire qu'on est dans une section communale, ou pas rencontrer un cas sec, ou pas rencontrer un sec. Là vraiment difficile, pour pas rencontrer moun sa yo. C'est moun sa yo qui l'état en dans section communale yo, nous pensons que c'est vraiment clair et si y a nous clair pour nous dire que jodi là nous pas Monsieur le directeur, votre mission est noble, celle de gérer comme un bon père de famille une enveloppe importante pour soutenir la question de l'éducation en Haïti. L'avenir de milliers d'enfants est aujourd'hui tributaire de la gestion que vous allez faire de ce fonds, fruit du travail de nos frères et sœurs de la diaspora haïtienne et de ceux d'Haïti effectuant des transferts vers l'étranger. Nous savons que nos compatriotes de la diaspora contribuent significativement
significativement au développement d'Haïti. Leur transfert de fonds représente une ressource précieuse qui, à travers le FNE, doit être transformée en opportunité concrète d'éducation pour nos enfants. Cette responsabilité vous honore autant qu'elle vous engage. Armez-vous de courage pour prendre les bonnes décisions en faveur de nos enfants. Ce n'est pas une question de privilège, mais plutôt une mission à accomplir. Je vous donne la garantie que sous mon administration, le FNE sera administré et non politisé. Le FNE sera accessible. Ces actions seront visibilisées au nom de la transparence démocratique. Mais le FNE ne sera jamais instrumentalisé à des fins de propagande. Je voudrais partager avec vous une phrase qui, je l'espère, résonnera dans le cœur de chacun de vous. Chaque monde, c'est un poteau militant dans le même pays. Nous devons travailler, nous devons avoir chance pour le lever, pour le grandir, pour organiser rêve. Mesdames et messieurs, je prends l'engagement aujourd'hui de travailler avec vous, de marcher avec vous, de bâtir avec vous, pour que le Fonds national de l'éducation devienne un véritable instrument d'espoir, d'avenir et de justice pour nos enfants. Donc, carte électorale, là, c'est numéro ça, c'est seul identifiant citoyen, l'homme dit citoyen haïtien, mais cap identifié contribuable en tout. Donc, à partir du 1er octobre 2025, DG pas émettre ni fli encore. Donc, c'est numéro identification nationale là, unique là, cap servi. Ça, ONI émettre là. Donc, pour le monde, donc, tout le monde qui gagne NIF là, t'as supposé venir dans DGI à partir du 1er octobre pour renouveler carte là, qui pas gain NIF DGI, cap gain plutôt numéro NINU. Et ceci dit, l'offre ou pas besoin de venir chaque année encore, de pour faire ou faire net ou fini. Ou pas besoin de venir renouveler encore. Sauf si vous t'as perdu. Par exemple, moi-même qui on matricule fiscal déjà, on est là, à partir du 1er octobre, de venir dans DGI pour faire changement. Pour faire changement. Et pour faire changement, on va venir avec carte électorale. Bien sûr que il y a un pile monde qui peut gagner carte électorale. Donc, et les facilités tout, les bails de facilitation à ministère des Finances, les permettent que fiabiliser banque de données, un seul numéro. Surtout que on connaît que un problème, même le banque a bail prêt. C'est ça qui fait que fort souvent après que il y a certains monde yo bail un taux d'intérêt qui est élevé parce que pas de confiance ou pas contre côté mon habité ou pas contre si c'est lui même vrai. Donc avec question Jean fait là un seul banque de données ONIA qui a servi pour toute institution. Même banque si au besoin qu'on ait, est-ce que moun ça réel? Est-ce que moun ça existe vraiment? Est-ce que donc ces services ça doit aller sur base de données ONIA pour authentifier ça. Donc, lui permettre de gagner des informations plus fiables sur les citoyens. Donc, question qu'a posée, qui ça a passé pour un contribuable étranger? Donc, il n'y a pas gagné nul, il n'y a pas nul, pas haïtien. Donc, le ministère des Finances prévoit, il y a émettre des NIF spéciaux. Mais, changement, ça ne va pas là, il concerne les personnes physiques. Pas oublier que personne morale ou entreprise, il y a NIF tout. Donc, là, toujours être même genre, sans aucun problème, jusqu'à présent. Alors, pour personne morale, il y a une organisation, oui. Il y a même qui a des matricules fiscales, il n'y a pas obligé. Non, parce qu'il n'y a pas personne physique. Il n'y a pas géré par ONI. Il n'y a pas de carte électorale, il n'y a pas voté. Donc, c'est des personnages fictifs. Oui, et par exemple, des employés, l'État, ils ont une taxe, ils ont prélevé, on taxe sur chaque commencement exercice. Non, il a fait pour exercer ça, après ça n'a pas fait encore. Qui ça a été fixé DGI 2024-2025 là? C'était à peu près 89 milliards de gourdes. Donc, compte tenu de conjoncture, donc situation était un peu difficile.
ministère de l'économie et des finances, dans le cadre de ça, nous avons un budget rectificatif. Il a baissé tempo, il a ramené à 83 milliards. Jusqu'au mois d'août, d'octobre, année fiscale là, c'est du 1er octobre au 30 septembre. Jusqu'au mois d'août, DGI collectait à peu près 62 milliards. Donc, c'était au mois de septembre. Non. Donc, projection que vous faites au niveau de direction études et statistiques DGI, nous avons atteint 69 milliards de gouttes. Donc, ce qui s'entend que nous avons un écart négatif, puisque nous avons estimé à peu près. Donc, nous avons fait 69. Donc, nous avons un écart négatif. Donc, nous avons censé réaliser 83,13% de prévision. Mais en termes de glissement annuel, si nous avons basé sur santé réalisé l'année passée, donc DGI a un écart positif de 10,42. C'est-à-dire que nous avons basé sur santé réalisé sur prévision l'année passée. Santé réalisé par rapport à la prévision que fixée nous. Nous pas atteint prévision fixée pour l'année. Mais réalisation année ça plus gros que par rapport à santé fait l'année passée. Mais quand même, c'est intéressant. Mais quand même, il était clair que nous pas atteindre prévision. Projection, ministère là fixé nous à peu près 92 milliards de gouttes. Donc, il était 89, donc il passé, il mettons 3 milliards sur lui. Bon, nous sommes capables de dire, comme tu as un budget rectificatif, tu passé à 83 milliards, donc il mettait 9 milliards sur lui. Donc, je pense que le directeur statistique l'a dit quoi ça, que nous pouvons atteindre. Déjà 21 ans depuis ma précédente nomination à ce poste à l'autorité portuaire nationale. Voici, après 13 ans de repos, je suis revenu à l'Alma Mater, où j'avais eu le heureux privilège de faire mes tout premiers pas de l'administration publique. C'était depuis le 1er octobre 1985. C'était à un moment où, doté de nouvelles infrastructures et superstructures, l'institution inspirait de la fierté et aussi témoignait de notre capacité d'accomplir de grandes œuvres. L'avenir semblait si prometteur qu'il était même permis de viser l'excellence afin de s'imposer comme le leader incontestable de la Caraïbe. Mais, hélas, osons-nous encore rêver? Sommes-nous même en mesure d'y penser? Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, les défis sont énormes et nombreux. Les enjeux sont de taille. Il y a péril en la demeure. Le secteur portuaire a trop souffert et court encore de sérieux risques. Cependant, je reste convaincu qu'ensemble et avec l'aide du Tout-Puissant, nous ferons des exploits. Unis, nous pouvons gagner la bataille. Je vous promets en retour de travailler à l'amélioration de la qualité des services fournis. Je salue également l'effort de tous les opérateurs de notre réseau portuaire, dont j'attends une coopération loyale, franche et constructive pour la modernisation effective de ce secteur en pleine évolution et porteur de bien-être collectif. En sa qualité de régulateur du secteur portuaire et gestionnaire des installations portuaires publiques,
l'autorité portuaire nationale fait de la sûreté portuaire sa priorité première. Les opérations portuaires, depuis l'accueil des navires jusqu'à la livraison de la cargaison, doivent être effectuées en toute sécurité. L'intermodalité doit être pratiquée en toute liberté. Et le code ISPS doit être d'application stricte partout où il s'avère nécessaire. Pour cela, nous sollicitons et réclamons la coopération de tous les acteurs du secteur portuaire et des entités publiques concernées. Cette coopération, une fois établie et bien définie, nous permettra de rétablir un environnement sûr, accueillant et stable, où pourront se faire les jeux d'une libre, loyale et saine concurrence. Alors, les conditions seront réunies pour que l'institution puisse efficacement jouer son rôle normatif de façon impartiale. Enfin, je m'en voudrais de ne pas rappeler à mes chers camarades du syndicat de l'APN que le moment est venu. Le moment est venu de conjuguer tous nos efforts afin de créer la synergie indispensable à élever nos ports au rang des meilleurs ports de la région. Monsieur le ministre, collègues, collaborateurs, distingués invités, mesdames, messieurs, je suis sûr que nous sommes bien partis pour une nouvelle expérience qui ne manquera de marquer et de changer favorablement le secteur portuaire. Déjà 21 ans depuis ma précédente nomination à ce poste à l'autorité portuaire nationale. Voici, après 13 ans de repos, je suis revenu à l'Alma Mater, où j'avais eu le heureux privilège de faire mes tout premiers pas de l'administration publique. C'était depuis le 1er octobre 1985. C'était à un moment où, doté de nouvelles infrastructures et superstructures, l'institution inspirait de la fierté et aussi témoignait de notre capacité d'accomplir de grandes œuvres. L'avenir semblait si prometteur qu'il était même permis de viser l'excellence afin de s'imposer comme le leader incontestable de la Caraïbe. Mais, hélas, osons-nous encore rêver? Sommes-nous même en mesure d'y penser? Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, les défis sont énormes et nombreux. Les enjeux sont de taille. Il y a péril en la demeure. Le secteur portuaire a trop souffert et court encore de sérieux risques. Cependant, je reste convaincu qu'ensemble et avec l'aide du Tout-Puissant, nous ferons des exploits. Unis, nous pouvons gagner la bataille. Je vous promets en retour de travailler à l'amélioration de la qualité des services fournis.
Je salue également l'effort de tous les opérateurs de notre réseau portuaire, dont j'attends une coopération loyale, franche et constructive pour la modernisation effective de ce secteur en pleine évolution et porteur de bien-être collectif. En sa qualité de régulateur du secteur portuaire et gestionnaire des installations portuaires publiques, l'autorité portuaire nationale fait de la sûreté portuaire sa priorité première. Les opérations portuaires, depuis l'accueil des navires jusqu'à la livraison de la cargaison, doivent être effectuées en toute sécurité. L'intermodalité doit être pratiquée en toute liberté. Et le code ISPS doit être d'application stricte partout où il s'avère nécessaire. Pour cela, nous sollicitons et réclamons la coopération de tous les acteurs du secteur portuaire et des entités publiques concernées. Cette coopération, une fois établie et bien définie, nous permettra de rétablir un environnement sûr, accueillant et stable, où pourront se faire les jeux d'une libre, loyale et saine concurrence. Alors, les conditions seront réunies pour que l'institution puisse efficacement jouer son rôle normatif de façon impartiale. Enfin, je m'en voudrais de ne pas rappeler à mes chers camarades du syndicat de l'APN que le moment est venu. Le moment est venu de conjuguer tous nos efforts afin de créer la synergie indispensable à élever nos ports au rang des meilleurs ports de la région. Monsieur le ministre, collègues, collaborateurs, distingués invités, mesdames, messieurs, je suis sûr que nous sommes bien partis pour une nouvelle expérience qui ne manquera de marquer et de changer favorablement le secteur portuaire. M. Charles va hériter d'une institution qui évolue dans un environnement qui a fortement dégradé. Des méthodes non conventionnelles ont été mises en place pour assurer l'accès des clients et le mouvement des conteneurs et des PME qui fournissent des services indispensables pour le fonctionnement régulier du port. Vous aurez à gérer d'autres acteurs dans le secteur qui se sont émergés comme une alternative au blocage de nos principales routes, rendant difficile l'approvisionnement de nos différentes villes de province. Ces nouveaux acteurs que l'on retrouve dans le nord et dans le sud vont jouer un rôle majeur dans la déconcentration des activités à la capitale, mériteront de votre attention dans le domaine de la sûreté et de la sécurité des installations. Il faudrait veiller à ce que ces nouveaux points d'approvisionnement, ces nouveaux points de débarquement ne fragilisent davantage notre pays et ne deviennent des références pour le trafic illicite de toutes sortes. Je vous invite à continuer avec la poursuite des programmes de modernisation des installations portuaires, de renforcement de la gouvernance institutionnelle, d'amélioration de la transparence dans la gestion des ressources portuaires et à la mise en place et à la mise en œuvre de partenariats stratégiques pour la réhabilitation et l'extension de nos ports régionaux.
le développement d'une relation de confiance avec les membres du conseil d'administration de l'APN et vos collaborateurs ne pourront qu'être bénéfiques pour l'institution et tous les partenaires sur lesquels vous allez vous reposer pour faire de l'APN un véritable levier de croissance et d'innovation. Au nom du gouvernement et des autres membres du conseil d'administration de l'APN, nous voulons vous assurer déjà de notre pleine collaboration dans l'exercice de votre fonction. L'une des premières tâches qui vous attend est la finalisation du budget 2025-2026, qui doit être approuvé par le conseil d'administration avant le début de l'exercice fiscal. Des dispositions et instructions ont été passées à toutes les institutions autonomes placées sous la tutelle du ministère des Finances à ce qu'elles disposent d'un budget prêt à être exécuté au 1er octobre de l'exercice. Fini la situation où l'on approuve les budgets des institutions autonomes en janvier, en avril ou en mai et de l'exercice fiscal. Nous voulons, comme le budget régulier de la République, que tous les budgets des institutions autonomes placés sous la tutelle du MEF soient effectifs, mis en œuvre le 1er octobre. Nous souhaitons également que tous les personnels de l'APN, à tous les niveaux, vous accordent sa collaboration franche et loyale afin que cette nouvelle étape dans la vie de l'institution soit synonyme d'engagement collectif et de redynamisation de la mission qui lui est assignée. Bonne chance et du succès dans votre fonction. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons passer à la remise de l'ampliation et le ministre va procéder. Mais avant, si vous permettez, je pourrais